Bonjour et bienvenue dans le Best-of 2021 de Jaf ta mère, l'émission de la famille contemporaine avec Stéphane depuis Périgueux. Nous allons lister donc les principaux invités que nous avons eus cette année en donnant les numéros d'émission afin de vous permettre de les retrouver sur YouTube. Mais tout d'abord, en préambule, le gouvernement vient d'annoncer la vaccination possible et potentielle pour les enfants. Or, de nombreux couples séparés se déchirent car l'assentiment, le consentement d'un seul des deux parents est parfois suffisant. Voici donc un petit conseil d'avocat lorsque l'un des deux parents ne souhaite pas faire vacciner son enfant et que l'autre, pour des raisons qui lui appartiennent, y tienne quand même. Maître Virginie de Araujo-Riecchia nous rappelle qu'un bon recommandé expliquant à l'autre parent qu'il engage sa responsabilité pénale en cas d'apparition d'effets secondaires peut parfois être une solution. Maître de Araujo-Riecchia, avocat, message du 23 décembre 2021. Bonjour à toutes et tous. Je vous fais part de ce message suite à l'ouverture de la campagne d'injection de substances géniques expérimentales aux enfants de 5 à 11 ans depuis hier. 22 décembre 2021. En effet, j'ai eu quelques questions concernant l'exercice de l'autorité parentale. Les autorités prévoient qu'un des deux parents peut amener son enfant dans l'un des 350 centres dédiés afin qu'il soit injecté. J'alerte les parents qui souhaiteraient le faire qu'ils engagent leur responsabilité pénale si l'autre parent était en désaccord avec cet acte très important et qu'il lui a signifié ce désaccord, que ce soit dans le cadre d'un couple composé, que ce soit cadre d'un couple séparé, divorcé, peu importe, vous engagez votre responsabilité pénale étant donné que vous mettez en danger votre enfant. Effectivement, nous savons aujourd'hui que ces produits pharmaceutiques ont une balance bénéfice-risque extrêmement négative, que l'innocuité est remise en cause, que les laboratoires qui mettent ces produits sur le marché sont des multinationales multirécidivistes. Nous le savons parfaitement. Donc vous engagez forcément votre responsabilité pénale si l'autre parent n'était pas d'accord. Au-delà de cette responsabilité que vous porterez sur votre conscience du décès ou de l'handicap de votre enfant, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et j'espère que ce message pourra être utile. À bientôt. RLP, Radio Libre en Périgord. Nous voici donc en janvier avec monsieur Gérard Poussin, expert à la Cour d'appel de Grenoble, auteur de nombreux ouvrages de référence et inventeur des points rencontres médiatisés. Émissions 40 et 41. RLP 102.3 aujourd'hui avec monsieur Gérard Poussin, psychologue, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Monsieur Poussin, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup de votre temps Bonjour. que vous nous consacrez aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en préliminaire afin que nos auditeurs sachent qui vous êtes et que nous ayons l'origine de la parole que vous allez exprimer aujourd'hui? Alors, je suis psychologue clinicien. Actuellement, je travaille chez un cabinet à Saint-Martin-d'Uriage, en Isère. J'ai été pendant 10 ans expert près la Cour d'appel de Grenoble, et j'ai été aussi pendant, enseignant-chercheur, d'abord à l'université de Rouen, puis ensuite à l'université de Grenoble. Et bien sûr, je suis en retraite de l'université. J'ai été d'abord professeur émérite, puis professeur honoraire. Voilà à peu près tout ce que je peux dire. En fait, j'ai commencé ma carrière à l'hôpital dans le service de Tony Lenné, qui était un homme assez extraordinaire,
très connu à l'époque, maintenant beaucoup moins connu. Il a son nom dans des pavillons de psychiatrie parce qu'il est très reconnu par le milieu psychiatrique. Et donc j'avais appris beaucoup avec lui. Voilà, et ensuite je suis passé à l'université où parce que j'avais fait une thèse sur les enfants automutilateurs, qui était quelque chose de très particulier. Et ensuite je me suis intéressé à la fonction parentale et j'ai fait la deuxième thèse. À l'époque on avait une thèse de 3e cycle, puis ensuite on faisait une thèse d'État, ce qui était mon cas. Bon, vous êtes très humble parce que vous avez oublié de préciser que vous avez rédigé nombre d'ouvrages dont certains font figure encore et sont au programme des étudiants en psychologie. Vous avez notamment écrit Les enfants du divorce, Psychologie de la séparation parentale aux éditions Duno. Je vois que vous avez également écrit Pour ou contre la garde alternée avec Madame Claire Brisset, Madame Catherine Dolto. Vous avez également écrit Rompre ces liens qui nous étouffent. Vous avez également écrit La pratique de l'entretien clinique, toujours chez Duno. Oui, Fonction parentale, toujours chez Duno. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup paru chez Duno, effectivement. Et mon premier livre, c'était Un seul parent dans la famille, donc sur les familles monoparentales. C'était aux éditions Paille de Centurion. Je sais plus ce que c'est devenu. C'est Bayard en fait. C'est Bayard Édition. Voilà. Le premier livre est paru il y a 30 ans, quoi. Voilà. Oui, mais je crois qu'il a marqué. Vous avez aussi écrit Mon enfant a-t-il besoin d'un psy? Oui, alors ça c'est un petit peu plus tard, oui. Puis j'ai aussi, alors c'est pas un livre mais c'est un livre collectif, un peu plus récent là, qui s'appelle Séparation conflictuelle et aliénation parentale, qui est un livre donc sous la direction de Broca Odinets et qui avec bien sûr d'autres auteurs. Alors, Olga Odinets, pour nos auditeurs, c'est donc la présidente et la fondatrice de l'association ACALPA. C'est ça. L'association contre l'aliénation parentale et le maintien du lien parental. C'est ça. Et qui est une ancienne traductrice, je crois, qui travaillait au niveau des tribunaux. Et qui est quelqu'un qui a fait beaucoup dans ce secteur-là justement pour essayer de promouvoir le maintien du lien parental, Olga Odinets. Oui. RLP. Radio libre en Périgord. Janvier-février, émissions 43 et 44, avec Dominique Mas, experte à la Cour d'appel de Saint-Denis, La Réunion. Bonjour, aujourd'hui sur RLP 102.3, nous sommes avec Dominique Mas, qui a coécrit avec Jean-Pierre Combefort un ouvrage sur les violences éducatives. Madame, vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Merci de prendre ce temps depuis La Réunion. Comment va La Réunion ? La Réunion va très bien, sous un ciel bleu, en tout cas à Saint-Denis, et un soleil de 30 degrés, et des conditions Covid très privilégiées. Bon, très bien. Mon gazon est blanc et l'herbe craque quand je marche dessus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Madame Dominique Mas, vous présenter et dire quel est votre parcours, votre bio, qui vous êtes, afin que nous comprenions d'où s'exprime la voix que vous allez nous donner aujourd'hui. Eh bien, c'est simple. J'ai fait des études de psychologie et j'ai essentiellement travaillé comme psychologue clinicienne en pédopsychiatrie, c'est-à-dire la santé mentale des enfants et des adolescents et de leurs familles, bien sûr. Et ensuite en CMPP, Centre médico-psychopédagogique, au sein d'une équipe pluridisciplinaire à Saint-Denis de La Réunion. Toute mon expérience professionnelle s'est déroulée à l'île de La Réunion. J'ai aussi exercé en libéral, je continue toujours à travailler en libéral. Et par ailleurs, j'ai aussi réalisé pas mal d'expertises psychologiques, d'abord en étant commis par les juges, puis après en qualité d'expert près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Alors, nous allons quand même dire que vous avez 2 DESS, un de psychosociologie des organisations et un de psychologie clinique et pathologique. J'ai commencé ma carrière comme formatrice auprès d'éducateurs spécialisés. Et ensuite, j'ai pris l'option psychologue clinicienne en institution. D'accord, très bien. Donc vous êtes intervenu en psychologue de 85 à 93 à La Réunion, puis en CMPP à Saint-Denis jusqu'en 2013. Vous êtes actuellement en libéral. Vous êtes retraitée, madame ? Oui, je suis retraitée. D'accord, donc vous avez en fait une expérience de combien d'années ?
Alors écoutez, j'ai pas compté, mais en gros 30 ans, plus de 30 ans. D'accord, ok, très bien. Donc je pense que nous pouvons dire que vous savez de quoi vous parlez. Je pense aussi, mais enfin, après je ne connais pas tout. Écoutez, nous allons parler de ce livre, La violence intime, violence familiale, extrafamiliale et éducative, chez Ballant, au tarif de actuellement 20 €. On le trouve dans toutes les grandes librairies, sur les sites concernés. C'est un ouvrage qui a été coécrit avec monsieur Jean-Pierre Cambefort, que nous avons eu ici même il y a quelques épisodes, quelques... RLP, Radio Libre en Périgord. Le 5 février, émission spéciale avec Pierre Jovanovic sur l'affaire Epstein, affaire de prostitution de mineurs, émission 42. RLP 102.3 aujourd'hui avec Pierre Jovanovic, écrivain à succès, journaliste, directeur de la maison d'édition Le Jardin des Livres, qui nous présente l'affaire Epstein via le livre qu'il vient de publier sur le sujet. Pierre, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, merci à vous. Bonjour, merci d'être revenu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous résumer cette affaire et nous dire un peu de quoi il s'agit, parce que c'est énorme. Eh bien, écoutez, l'affaire Epstein est venue au grand jour pendant l'été 2019 avec l'arrestation soudaine de monsieur Epstein à la descente de son avion alors qu'il revenait de Paris. Et donc, d'un seul coup, toute la presse, vous savez, point de vue image du monde, de la presse à scandale, etc., s'est mise effectivement à faire des pronostics sur combien de temps il lui restait à vivre en prison. Alors nous, en Europe, on connaissait pas trop bien Epstein, mais avec tout ce que la presse anglaise et américaine a sorti, d'un seul, on a vu que ça prenait une ampleur absolument colossal, et le livre qu'on a publié, qui est devenu un best-seller sur l'affaire Epstein, en fait montre que c'est avant tout une colossale affaire d'espionnage, des têtes couronnées de tout ce qui compte dans la science et dans la presse. Et monsieur Epstein travaillait pour 2 services de renseignement, la CIA et le Mossad. Et alors c'est quelque chose de tellement surprenant de découvrir, si vous voulez, que des services de renseignement, en fait, payaient quelqu'un ils l'ont payé pendant des années, quasiment, on va dire pendant 20 ans, à filmer toutes les têtes couronnées, tout ce qui est célèbre, que ce soit à la cour suédoise, à la cour et avec de anglaise, l'influence. Tout ce qui a de l'influence, surtout tout ce qui est très riche, attention, voilà, tout ce qui est mannequin. Et en fait, donc, on a découvert qu'en fait, Epstein, était à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs, avec ce qu'on appelle des esclaves sexuels, qu'il prêtait, ou du moins qu'il avait convaincu donc ces esclaves, entre guillemets, de se prostituer sur commande à des gens, par exemple, comme le prince Andrew, voilà, de la couronne royale. Pour résumer, nous avons quelqu'un qui était payé par le CIA et le Mossad pour recruter des gamines entre 12 et 16 ans, les former à faire des cochonneries, et puis ensuite les pousser dans les bras de personnes qui étaient dans ces appartements, îles, avions, on détaillera plus tard, mais qui avaient des caméras partout dans le but de les faire chanter. Et je crois qu'ils revendaient ces vidéos quasiment, 1 ou 2 millions d'euros ou de dollars aux services concernés, mais surtout ils recrutaient des enfants. C'est bien ça, j'ai bien compris. Absolument, d'ailleurs on a retrouvé des messages, ça vous RLP, Radio Libre en Périgord. Nous voici maintenant en mars 2021 avec les émissions 46 et 47 avec Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS, enseignante à l'EHESS et faisant partie des personnes ayant été consultées dans l'élaboration des lois, notamment de 2002, si importante pour nous, et celle du congé paternité d'Adrien Taquet qui, nous le verrons quelques mois plus tard, sera effectivement validée. RLP 102.3 avec aujourd'hui Christine Castelin-Meunier. Christine, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup d'être venue avec nous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter pour nos auditeurs, indiquer qui vous êtes, d'où vient l'origine de votre parole et de quoi vous allez nous parler, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je m'appelle Christine Castelin-Meunier, je suis sociologue au CNRS, à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, CNRS, Centre national de la recherche scientifique. J'interviens assez souvent à l'École des psychologues praticiens et donc je travaille sur les questions du masculin, du féminin, de l'enfant, de la famille, de l'environnement. Et donc, je suis passionnée par tous ces thèmes-là et je considère que j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler et faire des recherches sur ces thèmes qui m'apportent aussi beaucoup dans ma vie quotidienne et personnelle et familiale.
J'ai cru comprendre que vous aviez travaillé sur plusieurs projets de loi pour la commission du Sénat et éventuellement des PPL préparatoires à l'Assemblée nationale, avec notamment Madame Ségolène Royal, non, c'est ça? C'est-à-dire que donc il y a plusieurs choses. En 2000, Ségolène Royal m'a fait venir alors qu'elle était ministre déléguée aux affaires familiales pour faire un topo sur la paternité, puisque je travaillais sur la paternité depuis déjà un certain temps. Et donc là, j'ai proposé que on allonge le congé de paternité et qu'on crée un livret de paternité, parce qu'il existait un livret de maternité mais pas de paternité. Et finalement, alors là où j'étais très contente, c'est que il y avait un grand nombre d'associations qui étaient présentes et un certain nombre d'associations sont venues me voir pour me remercier de vraiment proposer cet allongement du congé de paternité, et puis pour mon intervention sur la paternité en disant que on était dans une société qui peinait à accepter l'évolution de la situation des pères et que c'était très important de dire à quel point cette place du père dans l'éducation était fondamentale. Alors, ce qui est très sympa, c'est que en 2002, donc la loi a été dans le sens de ce que je proposais, c'est-à-dire l'allongement du congé de paternité. Malheureusement, il n'a pas été allongé comme j'aurais souhaité qu'il soit allongé, mais c'était déjà un progrès puisqu'il a été donc promulgué dans le sens de 11 jours plus 3. Voilà. Et puis le livret de paternité a été élaboré, donc j'étais ravie d'avoir contribué à ça. Il était envoyé par les CAF et aujourd'hui il s'est transformé en livret parental. Voilà. Donc tout récemment à l'Assemblée, bien sûr, on m'a fait venir et pour parler de la question du père, et je serais ravie que bien sûr en juillet véritablement le congé de paternité soit allongé, mais là encore j'aurais souhaité qu'il soit allongé plus que 28 jours. Radio Libre en Périgord. 19 mars 2021, émission 48 avec monsieur le député Grégory Labille. RLP 102.3 avec aujourd'hui monsieur Grégory Labille, député qui a porté la PPL 3852 qui malheureusement ne sera pas présentée par l'UDI. Monsieur Labille, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette proposition de loi ne sera pas présentée dans la niche parlementaire de l'UDI ? Alors parce que l'UDI, j'aurais voulu resituer dans un premier temps cette proposition de loi que j'ai découvert très tard. Radio Libre en Périgord. 26 mars 2021, émission 48 avec Yannick Vicente, auteur du Guide du papa pas parfait, une petite bande dessinée humoristique, ainsi que Je suis papa, 28 jours pour trouver ses marques, un guide pratique de dessin humoristique également, et auteur des livres pour enfants, Le lion qui avait perdu sa queue, et Le castor qui rêvait d'avoir un ami, avec également l'aventure de Raph. RLP 102.3 aujourd'hui avec Yannick Vicente qui vient de nous proposer un nouveau livre sur la paternité avec des petits dessins. Yannick, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui, tout va bien. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire qui vous êtes et quel est donc ce travail que vous offrez, que vous présentez aux autres ? Alors moi, je m'appelle Yannick Vicente, je suis professeur des écoles à la base et je suis aussi illustrateur, plutôt connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de y.dessin. Et j'ai une page Facebook et une page Instagram avec chacune entre 62 et 63 000 abonnés. D'accord. Et je fais des dessins sur la paternité en fait. Et donc, vous avez fait un premier recueil qui est sorti quand ? J'ai un premier livre qui est sorti en novembre, qui est une bande dessinée sur la paternité, donc, chez Le Duc, qui s'appelle Le Guide du papa pas parfait, mais qui essaye de l'être quand même. D'accord. C'est coécrit avec Thibaut Marty. Et voilà, c'est une BD de 128 pages avec des moments importants sur l'avant, pendant et après la paternité, quoi. D'accord, c'est quelque chose que l'on trouve partout, dans les magasins. Oui, bien sûr. Radio Libre en Périgord. Nous reviendrons également sur les émissions 54 et 55 avec Maïté Lone, vice-présidente des Enfants d'Argus. Les Enfants d'Argus qui cherchent les pédophiles sur Internet en créant des comptes YouTube et autres et qui laissent venir tous ces tarés qui s'en prennent à nos enfants. Maïté est également porte-parole d'Innocence en danger Belgique
est membre de l'Observatoire des violences faites aux femmes, toujours en Belgique. Éducatrice spécialisée, elle a écrit plusieurs ouvrages. RLP 102.3, aujourd'hui avec Maïté Lone. Vous vous souvenez du podcast avec Lambert de Argus, l'association de lutte contre la pédophilie qui récemment s'est renommée en Les Enfants d'Argus. Nous avons aujourd'hui la vice-présidente Maïté Lone qui est une éducatrice qui fait également partie de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Belgique et qui est représentante d'Innocence en danger Belgique. Maïté, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Alors, Les Enfants d'Argus, aujourd'hui, est une association structurée qui vient de changer de nom et vous êtes la vice-présidente. Oui, c'est exact. Alors, Maïté, qu'est-ce que Les Enfants d'Argus et qu'est-ce que vous faites exactement ? Expliquez-nous. Alors, les Enfants d'Argus, aujourd'hui, sont une véritable association reconnue et avec un cadre légal qui est en lutte contre la pédocriminalité sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ce que la presse habituelle appelle des chasseurs de pédocriminels, mais ils ont un peu ce rôle de filet de sécurité ou d'intercepteur de prédateurs sur la toile. Pour nous, ça nous semblait capital de mettre ce genre de choses en place parce que quand on sait qu'en France, il n'y a à peine que 20 policiers qui sont habilités à faire ce genre de choses dans la police et que 90% des effectifs de ce genre de patrouille sont attribués à la brigade antiterrorisme, à un moment donné, je pense que le peuple doit faire quelque chose pour ses enfants et l'idée est partie de là. D'accord, nous avons encore cette problématique de la désagrégation. Radio Libre en Périgord. Nous voici en mai pour l'émission 58 avec le docteur Laurent Prado, responsable du service pédiatrique de l'hôpital de Périgueux. Et oui, parfois nous faisons aussi du local. RLP 102.3 aujourd'hui avec le docteur Laurent Prado, chef du service pédiatrique de l'hôpital de Périgueux. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, responsable d'un service pédiatrique, cela signifie en fait quel type de formation ? Moi, je suis pédiatre. J'ai fait mon internat. Après, j'étais chef de clinique. Et après, donc, je suis venu sur Périgueux. Et après, on se surspécialise. RLP. Radio Libre en Périgord. Retour aux fondamentaux pour l'émission 59 avec Michael Berthaud qui entame sa 6e semaine de grève de la faim. Bonjour Michael, que vous pourriez nous dire en fait qui vous êtes et ce qui se passe actuellement là, dites-nous. Actuellement, j'entame la 6e semaine là devant le tribunal de Thonon de grève de la faim. C'est pour actuellement revendiquer mes droits de père maintenant pour mon fils, quoi. C'est-à-dire, expliquez-nous, vous voyez pas, vous n'arrivez pas à le voir ? Pour reprendre cours sur un dernier jugement que j'ai eu, je devais voir mon fils sur une RLP. Radio Libre en Périgord. Nous terminerons ce premier best-of avec l'émission 67 du 27 août 2021 et la participation à la conférence internationale francophone des enfants au centre organisée par Lux Media avec une prise de parole notamment à côté du docteur Joël Monzé, neurosciences, d'Alain Rioux, les papas en action pour l'équité, Maïté Lone que nous avons entendu aujourd'hui et la participation de Francis Lalanne en tant que parrain du groupe Les Enfants au Centre. Nous reviendrons sur les autres émissions dans le deuxième best-of, deuxième partie, la semaine prochaine, avec notamment les émissions réalisées pour remplacer les permanences, maintenant que celles-ci sont fermées à cause du Covid, et la présence des autres invités de 2021. Et justement, en parlant de médias, on va aller voir le journaliste Stéphane Lambert. Il est journaliste à la radio 102.3 du côté de l'Europe. Il est aussi de l'association Équité parentale. Monsieur Lambert, merci d'être là. Oui, bonjour Stéphane, merci beaucoup de votre invitation. J'écoute avec attention ce qui a été dit. Vous êtes journaliste, mais vous êtes quand même engagé. On ne connaît pas ça, nous, ici. Journaliste engagé, ça ne va pas beaucoup ensemble au Québec. On l'est devenu ensuite. Au départ, l'association Équité parentale s'est créée en mai 2018 suite aux problématiques du député M. Latombe qui essaie d'instaurer la double résidence. On a des complications en France par rapport aux droits des parents, par rapport à l'accès des enfants suite aux séparations conflictuelles. Et on s'est rendu compte ensuite, en creusant ce domaine, de l'accès aux enfants dans les séparations qui se produisent mal, que la problématique était beaucoup plus importante. On a vu arriver notamment des services sociaux qui se mettaient à placer des enfants pour motif de conflit parental. On a vu une instrumentalisation des systèmes de protection de l'enfance. Et si vous voulez, on vit une époque où, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, manifester devient un petit peu connoté de manière
non productif pour l'association. Donc on s'est mis à faire de la communication. Donc on a fait l'émission de radio qui s'appelle Jave ta mère, en essayant de prendre de la hauteur, d'interviewer des experts, des auteurs, des députés, des chercheurs du CNRS, afin de comprendre pourquoi, dans la famille contemporaine, nous avions ces problèmes liés à l'enfance. Qu'est-ce qu'était la famille contemporaine par rapport à celle d'il y a 30, 40, 50 ans, 100 ans, 200 ans, avec Madame Castelin-Meunier notamment. Et on s'est rendu compte, nous, que l'intérêt de l'enfant était la protection majoritairement du lien parental. Moi, j'entends énormément de gens dire qu'il faut venir protéger les enfants des violences intrafamiliales. Je suis d'accord, mais nous avons une problématique, comment dirais-je, de l'affaissement et de la diminution de l'importance apportée au lien parental et au droit parental, pas que chez les papas, mais chez les mamans aussi, qui font que nous avons parfois des personnes non qualifiées ou qui viennent un peu rapidement s'occuper et mettre parfois déplacer des enfants pour les mettre dans des endroits qui sont moins bien que là où ils sont. Donc nous avons une problématique en France où on a une durée moyenne de 17 minutes pour les audiences aux affaires familiales. C'est quand même très court, avec des délais d'attente qui sont extrêmement lents et des services sociaux qui sont parfois, c'est la loterie, c'est le tapis vert. Parfois ils sont très bien qualifiés, parfois ils sont bénévoles, débutants, militants, et nous avons donc des soucis de destruction de la famille et puis avec toutes les conséquences qui peuvent y avoir. Donc ça méritait qu'on s'y intéresse et on fait une analyse, on essaie de faire de la communication et de montrer aux gens qu'il est important de protéger les liens parentaux. C'est une façon aussi de protéger l'enfant. Notamment que les pères ne puissent plus voir leur enfant lorsque le divorce se passe mal avec la mère. Alors ça, c'est un problème, effectivement, en interviewant, en allant voir des gens et des militants et des personnes concernées dans différentes sociétés, que ce soit en Suisse, en Belgique, au Canada, Québec aussi, chez vous, on se rend compte que, effectivement, la diminution du rôle paternel, l'attaque, en fait, sur la position paternelle fait que celui-ci, parfois, quand il le souhaite et quand il le désire, n'a pas tout le temps l'accès aux enfants tel qu'il le voudrait. C'est un problème et je pense que c'est le point de départ parce que l'affaiblissement du lien entre un parent et son enfant fait qu'on multiplie les intervenants. En multipliant les intervenants qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont sous-qualifiés, on entraîne des dérives. Et je pense que ce point mérite qu'on s'y intéresse. Quand vous parlez justement que les problèmes sont similaires un peu partout, notamment j'ai pris une de vos phrases sur vos pages Facebook où que vous dites que la Suisse a les mêmes problèmes que la France, mais en retard. Alors effectivement, moi j'avais interviewé un responsable de l'association de Genève qui disait que législativement, ils partent de beaucoup plus loin que nous. Nous avons une loi de 2002 instaurée par Ségolène Royal, à laquelle Castelin-Meunier avait beaucoup travaillé et autres, qui instaure le principe de résidence alternée et qui poussait d'ailleurs dans les débats à l'Assemblée. Madame Royal et les députés souhaitaient qu'on pousse à cette résidence alternée. Les tribunaux français ont une spécificité, c'est que chacun fait un peu la loi qu'il veut. Il n'y a pas d'uniformité au niveau des différentes structures, des niveaux, on comparera des décisions qui sont très différentes suivant les endroits. À peu près une vingtaine d'années plus tard, nous sommes actuellement à 12 ou 13% de résidence alternée seulement, avec une présence d'idéologie. Nous avons aussi un problème d'apparition, d'interférence de l'idéologie, de présupposés qui sont assez anciens, qui sont obsolètes, on va dire, qui influent sur les décisions prises par les intervenants, que ce soit les services sociaux ou la justice. Ils se reposent sur des schémas qui datent de la révolution industrielle ou qui ont un petit peu évolué dans les années 60-70, mais qui ne prennent pas en compte la société contemporaine, l'implication plus importante des pères et des parents de manière générale dans la petite enfance, la formation que nous avons tous subie collectivement face au divorce de masse et donc aux séparations. On connaît tous quelqu'un qui a eu droit à faire à des familles un peu moins fonctionnantes ou plus dysfonctionnantes que par le passé. Et donc oui, il y a des conséquences, mais je pense que le fait que la famille soit moins soudée, que ce lien parental soit plus attaqué par l'institution fait que les enfants, de manière générale, se retrouvent dans des zones parfois beaucoup plus problématiques. Mais ça, on le voit un petit peu en Suisse aussi. Et dans d'autres civilisations, ça peut être différent. Et on regarde des associations qui interviennent au Cambodge, au Laos, en Afrique, qui ont des conceptions de la famille différentes de la nôtre. Il semblerait qu'on ait un souci occidental, l'apparition de la famille moderne. Nous avons aussi interrogé des familles homoparentales parce qu'il y a une convergence qui va se créer à force, parce que faire des familles homoparentales avec des enfants, on va aussi aller vers les séparations. Ils ont des problèmes d'acquisition de droits, de reconnaissance de droits, et quand ils se séparent, ils ont aussi des problèmes d'accès aux enfants. Alors, nous, on est très convaincus qu'un enfant, dans une famille, un enfant qui n'a pas accès à des parents qui ne sont pas dysfonctionnants, moi je rappelle que les gens qui se comportent mal ne sont pas la bienvenue chez nous, je parle de situations où des personnes en bon état veulent s'occuper de leurs enfants. Attaquer cet accès entraîne énormément de problèmes par la suite. Monsieur Lambert, merci beaucoup. Et pour nous parler d'encore plus sur le vif du sujet, nous allons aller voir Maïté Lonne. Elle est auteure, comédienne.